Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir deux stratégies qui comptent quand il s'agit de mettre sur pied un système d'intelligence artificielle. En général, les entreprises qui se lancent dans l'IA se demandent et se posent des questions, à juste titre d'ailleurs, de quelle stratégie employer face à une demande bien particulière, face aux données qu'elles disposent. Quel système, quelle stratégie employer pour pouvoir bénéficier de toute la technologie et des avantages qu'apporte l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va être dans l'aspect IA génératif qui, bien sûr d'ailleurs, vous pouvez constater que des applications concrètes voient le jour de manière significative avec des avancées qui soient vraiment bien adressées. Mais la question, évidemment, ici, sinon on ne fera pas cette vidéo, c'est de constater que certaines entreprises peinent à comprendre les différences fondamentales entre ces deux stratégies pour pouvoir donc effectivement mettre sur pied un système d'intelligence artificielle efficace. Donc, j'ai nommé ici les deux stratégies en question, le fine-tuning et le modèle RAG en anglais. Donc, on va voir qu'est-ce qui nous permettra de dire dans quelle stratégie vaudrait mieux se lancer plutôt que dans l'autre. Et je vais faire les choses ou énoncer les arguments de manière synthétique pour que vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissants, les ressorts de chacune de ces deux stratégies. On commence par le fine-tuning. Fine-tuning, voilà. Bien sûr, on est toujours dans l'anglicisme, etc. Vous avez compris jusqu'ici. En français, ce serait plutôt de l'ajustement fin. On va ajuster. On a un LLM, nos fameux grands modèles de langage, Large Language Model. Ces LLM, effectivement, donc prenez le cas ChatGPT, Gemini côté Facebook, non, côté Google, autant pour moi. Llama côté Meta, lapsus révélateur. Et Mistral côté français. Ces grands modèles de langage ont été entraînés, su-entraînés, je dirais même, sur des grands corpus de textes de plus de milliards de mots. Là, on parle vraiment des corpus assez gigantesques. Donc, ils ont assez vu en termes d'entraînement des mots, des différences, des combinaisons de mots que même un académicien n'aurait peut-être pas rencontré jusqu'ici. En tout cas, on est dans cet ordre-là. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que je rajoute à cela aussi le fait que il y a aussi des aspects de science, des aspects de domaine, de secteur dans lesquels certains mots sont utilisés que nous, le commun du mortel, n'utilise pas au quotidien. Je prends un exemple. C'est comme si vous avez quelqu'un, un humain, qui à la fois réunit à son sein plusieurs disciplines, plusieurs connaissances dans tous les champs que vous pouvez imaginer, en philosophie, en histoire, en géographie, en mathématiques, etc. Mais vous rajoutez à cela une gigantesque base de données de connaissances à cette personne-là. Les LLM, c'est ça en fait. Derrière, c'est ça. Donc, ils ont vu ces modèles, ces outils, ces IA, d'énormes quantités de données sur plusieurs secteurs variés de connaissances. Et avec un entraînement assez intensif, ils ont été capables, via les modèles, si je prends le cas de GPT, les modèles transformers, étaient capables de comprendre le langage naturel, tel que nous parlons, par exemple. Mais comme je l'ai déjà dit une fois de plus, ce langage naturel n'est pas restitué dans le traitement que nous, humains, nous en faisons lorsque nous discutons, de la même manière au sein de ces architectures. Parce que ces architectures, en fait, gèrent des combinaisons de mots via des probabilités conditionnelles, en l'occurrence ici, et par la suite, d'autres notions mathématiques telles que les vecteurs d'embedding, la recherche sémantique, etc. Voilà les techniques qui nous ont permis d'y arriver jusqu'ici.
parce que aussi la puissance de calcul nous a aidé en quelque sorte à mettre sur pied cette technique, parce que on avait déjà à peu près la théorie là-dessus, de comment on pouvait y arriver, mais s'il n'y avait pas aussi la puissance de calcul, aujourd'hui avec les GPU de NVIDIA, on arrive quand même à faire tourner ces machines-là, ces algorithmes, pour pouvoir obtenir des résultats assez intéressants. Pour revenir au fine-tuning, donc, que ce soit le modèle fine-tuning ou RAG, donc que choisir? La question va être vraiment très simple, je vous la donne de manière hiérarchique. Vous devez penser à votre secteur d'activité où les utilisateurs pour lesquels vous mettez en place, vous souhaiterez mettre en place votre système d'intelligence artificielle. Vous devez vous poser cette question fondamentale. Est-ce que la tâche à résoudre, puisque on utilise ces applications pour pouvoir résoudre un problème, est-ce que la tâche à résoudre, est-ce que le problème à résoudre est un problème qui se situe dans un cadre de stabilité de connaissances ou de connaissances évolutives? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je prends un ensemble de secteurs d'activité, si certaines tâches, parce que avec la connaissance qu'on a aujourd'hui de certains secteurs d'activité dans le domaine scientifique ou dans le domaine historique, si certaines tâches ont déjà été étudiées par le passé, par nos prédécesseurs, par des personnes qui ont fait toute la lumière sur un problème bien donné, là on se trouve en face d'une situation où la connaissance est stable, elle est connue, elle est quadrillée, je dirais ici, le périmètre est connu de A à Z, et donc l'idée simplement c'est d'apporter l'information à quelqu'un de nouveau pour que cette information puisse être rapidement distillée, rapidement envoyée pour servir de droit l'utilisateur, comme on dit en jargon juridique. Là, on est dans un cadre de situation de connaissance stable. Il n'y a pas, ou très peu, où on est quasiment certain que le futur ne changera pas. Là, en l'occurrence, la stratégie idéale employée, c'est le fine-tuning. Je ne vous dirai pas la suite comment ça se passe, bien sûr. Pour vous donner encore un autre contexte, une autre idée là-dessus, prenons par exemple, de manière très simple, l'apprentissage des mathématiques à l'école. Quand vous êtes à l'école, que ce soit au collège ou au lycée, ou à la fac, en fonction bien sûr de certains niveaux de problèmes en tout cas, à moins que vous soyez mathématicien ou que vous compétissiez pour gagner la médaille Fields, je pense que vous et moi, pour la plupart, vous n'étudiez pas les problèmes qui ne sont pas résolus jusqu'ici. Donc, ce qui veut dire que au lycée, au collège, au lycée et à la fac, ou en école d'ingénieur ou en classe préparatoire scientifique, vous avez vu des notions que les personnes avant vous ont également vues. Si je prends l'analyse, par exemple, dans le cadre mathématique, comment dériver une fonction, comment intégrer une fonction, trouver les racines d'un polynôme, qu'est-ce qu'un polynôme du premier énième degré. Bref, autant de questions comme ça qui reviennent le plus souvent à titre d'exercice auprès des étudiants ou des élèves. Ces connaissances-là, l'année prochaine, seront enseignées à nos petits frères, à nos petites sœurs, aux personnes qui viendront après nous, et ainsi de suite. Donc, la dérivation d'une fonction, si je prends une fonction, quelle que soit sa forme, donc prenons par exemple cette fonction, quel que soit x appartenant à R, dériver cette fonction, la formule elle est connue, la méthodologie elle est connue, elle ne va pas changer dans 50 ans, voilà.
Vous voyez, on sera toujours dans cette approche de dériver d'abord ceci avec une approche UV. Donc pour UV moins UV' sur V carré. Donc avec U, la fonction du numérateur, et V, la fonction du dénominateur. D'accord? Ça ne va pas changer. Donc par exemple ici, pour faire rapidement, on aura donc U, c'est 1 ici, et ça c'est V. Si j'applique la dérivée de 1, ça vaut 0. Là, on a un moins. Donc U vaut 1. D'accord, je mets 1. V', je dérive ceci, j'ai moins exponentielle moins x. Et le dénominateur vaut 1 plus exponentielle moins x. Le tout au carré. Moins forme plus. Donc, on se retrouve ici avec f' qui vaut ça. Ok? Parce que exponentielle x en dérivé vaut toujours ex. Vous rajoutez moins, vous avez le moins de exponentielle moins x. Voilà. Vous voyez? Ça, j'ai juste appliqué cette formule, une méthodologie qui me donnera cette réponse ici. Si je dois, en tant qu'intelligence artificielle, et pour une société qui met sur pied des solutions mathématiques d'enseignement auprès de ses élèves, je peux entraîner mon système de manière à ce que, quand un élève demande comment dériver ce type de fonction, que l'IA puisse lui donner cette méthodologie avec des explications très simples. Parce que la formule en question, la connaissance et cette méthodologie ne changera pas d'ici 50 ans, peu importe le temps. Voilà. On est dans un champ de domaine de compétences stable. La connaissance ici, quand on va étendre à la donnée ici, elle est dite fixe. Voici le cas idéal, un des cas où le modèle fine-tuning est vraiment opportun à utiliser lorsqu'il s'agit d'utiliser une stratégie de mise en place d'une intelligence artificielle. Alors, ça c'est bien aussi d'en avoir en tête. C'est la première étape à prendre en compte. Bien évidemment, vous avez également aussi des contraintes. Parce que les choses ne se font pas de manière linéaire. Donc, on décide d'abord de quelle stratégie adopter. Donc ici, le fine-tuning, pour les raisons que je vous ai citées. Maintenant, dans le déploiement, dans la mise en œuvre en soi, vous allez rencontrer des problématiques, des challenges. Cela nécessite quoi? Cela nécessite que, aujourd'hui, nous en sommes à cette étape. Vous avez un user, un utilisateur, quelqu'un qui interagit avec un LLM, donc qui envoie un prompt via une interface à un LLM. Ok? Le LLM en question traite son prompt, sa requête, et le renvoie une réponse. Comme je vous ai dit que, au préambule, si vous avez bien suivi, ces LLM en question ont été entraînés sur des vastes corpus de textes et de disciplines bien variées. Sciences, histoire, géographie, art contemporain, tout ce que vous voyez. Mais vous, en l'occurrence, vous souhaitez mettre sur pied un système d'intelligence artificielle dans un secteur bien précis, dans un secteur où les connaissances sont fixes. Donc vous allez vous arranger de manière à ce que ce LLM puisse aller dans ce secteur en question qui vous intéresse, qui est spécifique à votre contexte donné, pour que les utilisateurs, vos utilisateurs, soient renseignés vis-à-vis de votre
système d'intelligence artificielle en termes d'informations riches dans ce secteur. Donc, là, tout à l'heure, prenons le cas d'un système mathématique en question, en l'occurrence. Je m'adresse aux étudiants qui souhaitent apprendre, peaufiner leur apprentissage sur le calcul des dérivés en mathématiques. Donc, quand un étudiant, via une interface, pose sa question en prompt, il faudrait que le LM en question puisse se concentrer sur l'aspect domaine mathématique comme champ de compétences pour pouvoir répondre à l'étudiant. Et non pas aller sur de l'histoire, géographie ou de la biologie, sauf s'il y a bien sûr un lien de causalité dans la réponse qu'il faudra apporter à l'étudiant ici en question. Donc on est vraiment dans ce contexte-là. Et pour y arriver, parce que ces modèles, effectivement, sont des modèles, ce qu'on dit des modèles généralistes, donc, et pas le fait de l'entraînement varié. Donc il faut donc, entre guillemets, ajuster l'entraînement de ce modèle qui parle d'ajustement. Donc ici on parle ajustement ou ajuster. Donc il faut ajuster cet entraînement ici qui parle d'ajustement, dit en fait que, vous savez, ces modèles en fait jouissent ou reposent sur de l'architecture des réseaux neuronaux. Les réseaux neuronaux, j'en fais rapidement un dessin. Vous avez des couches de nœuds qui sont organisées comme ceci. Et puis l'information transite de couche en couche, donc via les nœuds, etc. Ok? Donc vous avez l'entrée et les données en entrée et les données en sortie. Et là, vous avez la couche d'entrée ici et la couche de sortie. Là, entre les deux, vous avez les couches intermédiaires. Cette architecture sur laquelle on a entraîné le modèle LLM type ChatGPT 2, 3, 4 ont des milliards de paramètres. Puisque, effectivement, liés au contexte d'entraînement, comme nous souhaitons être fixés sur un domaine bien particulier, il va falloir que vous, en tant que chef de projet, en tant qu'entreprise, en tout cas en tant que responsable de déploiement et de mise en place de systèmes d'intelligence artificielle, que vous soyez capable d'ajuster les poids. Donc, les poids, ce sont les paramètres en question. Les poids ou les paramètres du système. Vous devez ajuster ces poids et ces paramètres ici. Et ces poids, en fait, ce sont des paramètres qui ont pesé dans le calcul des valeurs des différentes entrées et sorties du modèle jusqu'à la sortie. Le challenge ici va être, premièrement, de trouver le bon ajustement. Cela nécessite d'avoir des compétences en informatique sur la partie, effectivement, machine learning, intelligence artificielle, aussi mathématiques, bien sûr, ça va de soi, sur le calcul différentiel. Vous allez donc avoir, bien sûr, la partie aussi data engineering, évidemment. Ajuster ces poids-là pour réentraîner votre modèle de manière à ce que l'ajustement soit fin dans votre champ de compétences données. Ça, c'est le challenge principal que vous allez avoir dans la mise en place du fine-tuning. Mais un autre deuxième challenge aussi vous attend, c'est que vous devez aussi préalablement avoir des données propres et bien structurées pour que votre LLM puisse en bénéficier, parce que ça va être capital si vos données, comme tout à l'heure, la méthode de dérivation d'une fonction, si cette méthode en fait n'est pas bien implémentée dans le système, bien détaillée, évidemment que la sortie en termes de dérivée d'une fonction ne sera pas juste. L'information donnée à l'utilisateur ne sera pas juste. Donc, et plus vous en avez de données, parce que il va falloir être conséquent là-dessus, parce que vous allez en avoir beaucoup
de données, quand on parle de beaucoup, référez-vous toujours en référence aux milliards de textes, etc., sur lesquels les LLM ont été entraînés. La difficulté sera donc aussi de préparer un dataset qui soit vraiment propre et facile à intégrer dans le modèle LLM. Voilà donc les challenges qui vous attendent dans la mise en place d'un modèle de type fine-tuning. Maintenant, on va passer au modèle RAG. Seconde stratégie dans la mise en place d'un système d'intelligence artificielle. Même chose par rapport au modèle fine-tuning, sauf qu'ici, on est dans un domaine, dans un secteur où la question ici est plutôt de répondre à une connaissance, à un savoir qui est évolutif. Parce que, pour l'instant, à dater, si je prends le champ de recherche actuel de la médecine, tous les jours, dans les laboratoires, il y a des tests, il y a des recherches scientifiques qui sont effectuées pour découvrir les prochains vaccins, la manière de concevoir les prochaines méthodes de résolution d'épidémies, etc. Donc, on est dans un champ de recherche. Qui dit recherche dit donc évolution, mise à jour des compétences. Ça va être vraiment l'approche qui va driver et qui va vous conduire au fait que vous devez utiliser le modèle RAG. En passant, quand on dit RAG, c'est alors le R, ça veut dire Retrieval en anglais, c'est ça? Retrieval Augmented Generation. Comme ceci. Donc R c'est Retrieval, A c'est Augmented et G c'est Generation. Retrieval donc c'est récupérer, Augmented, augmenter, Generation, génération. On traduit en fait génération augmentée de récupération. Évidemment, puisque ici on est dans un modèle où le champ de compétences est évolutif parce que les informations évoluent au fur et à mesure. L'information connue aujourd'hui à dater ne sera pas forcément la même que d'ici demain ou l'année prochaine, dans 3 ans, dans 4 ans. Si on prend le champ spatial par exemple de recherche des étoiles, les distances connues entre certaines planètes aujourd'hui que la NASA ou d'autres services de ce genre ont connaissance aujourd'hui à l'heure actuelle, ce n'est pas garanti que d'ici 3 ou 4 ans, que quelqu'un, un scientifique, arrive à mettre en faux ces informations-là. Ce qui ne veut pas dire que ce dont on connaît aujourd'hui doit être remis totalement en cause. Mais c'est simplement le fait que de part de notre recherche, on en est arrivé aujourd'hui à une connaissance à peu près plausible. On fait référence souvent à la théorie du Big Bang. Le Big Bang, il ne faut pas l'oublier, ça reste une théorie, bien sûr une théorie plausible, ou la plus plausible en tout cas. Mais demain, je ne sais pas si dans 3 ans, dans 50 ans, etc., d'autres éléments, même au sein de la théorie du Big Bang, puissent venir mettre de la lumière sur certaines questions. Donc, vous voyez, on est dans un champ de compétences, on est vraiment dans des problématiques où des questions obscures restent encore vraiment en suspens. Donc, il faut apporter de la lumière à ces questions. Et des personnes y travaillent au quotidien. L'IA, dans ce cadre, dans ce contexte, est vraiment bénéfique dans son approche RAG. Donc, Retrieval Augmented Generation. Comment cela se met en pratique? Ici, on ne va pas, contrairement à l'ajustement au modèle fine-tuning tout à l'heure, modifier le LLM, mais on va se servir du fait que le LLM a été entraîné sur un grand corpus de textes, sur des activités, sur des champs de compétences très variés, lui fournit une base de données que nous aurions mis à sa disposition, une base de données externe qui nous soit propre de par notre champ de compétences, et le LLM en question va apporter de l'information entre guillemets augmentée. Donc,
l'information capitale principale viendra dans notre base de données STN. Le LLM, lui, en question, il va rajouter du contexte. C'est ce qu'on appelle la partie augmentée de notre information principale et générer donc la réponse finale à l'utilisateur. Pour schématiser et faire plus rapidement, vous avez ça. Alors, ici, vous avez l'utilisateur, le user, tape un prompt. Il envoie le prompt ici sur une interface donnée. L'interface ici, en fait, va être l'interface. Vous avez l'utilisateur qui envoie le prompt au niveau de l'interface. L'interface récupère son prompt qui envoie ce prompt au niveau du serveur. Le serveur récupère le prompt de l'utilisateur. Il envoie cela au niveau de la base de données, une database. La base de données répond au serveur. Voilà, requête envoyée, requête reçue, réponse reçue. En requête envoyée par la base de données va donc être renvoyée au LLM en question. Là, c'est le schéma classique. Donc, c'est le schéma. Pour l'instant, je n'ai pas encore incorporé le modèle Wrike. Je vous donne simplement le chemin linéaire qui s'effectue aujourd'hui, que vous utilisez sans vous en rendre compte de ce qui se passe à partir du moment où vous tapez un prompt. Vous tapez donc sur l'interface GPT par exemple, ChatGPT, Gemini, bref, tous ces outils en question. La requête envoyée au serveur, le serveur renvoie la demande à la database, à la base de données. La base de données traite la requête en question et puis la requête envoyée au LLM. Et le LLM maintenant, in fine, vous produit une réponse à la fin. Maintenant, nous, je vous ai dit que dans le modèle Wrike, on fait entrer une base de connaissances STN à ce modèle. Et s'en servir du fait de l'entraînement du LLM dans un corpus de texte, dans un vocabulaire très gigantesque, pour pouvoir apporter une information riche à l'utilisateur. Donc cela nécessite de modifier un tout petit peu ce schéma pour pouvoir incorporer la base de connaissances STN qui va nous servir de référence d'information de l'utilisateur. C'est en premier lieu, à partir de cette base de connaissances, que l'on va signifier au système d'intelligence artificielle d'aller se référer comme prioritairement base de compétences, de connaissances, premièrement, et après, aller interroger le LLM en question ou faire appel au LLM pour qu'il puisse rajouter du contexte à l'information récupérée dans la base de données de connaissances en question. Voilà l'intégration du modèle Wrike. Donc, cela va nécessiter quand même une petite modification. Jusqu'ici, donc, l'utilisateur, l'interface, le serveur, la base de données ici, première base de données, la première, donc, ça sera une base de données STN. Ou plusieurs bases de données STN. Voilà. Ça peut être... donc, imaginez que la NASA puisse nous mettre à disposition sa propre base de données de connaissances. Donc, tous les travaux de la NASA, depuis les travaux, les missions spatiales, Apollon et tout le reste, imaginez que la NASA puisse nous donner des archives de ces missions en question.
Donc c'est ici, donc, en tant que archive, en tant que base de données externe, en tant que base de documentation, que vous intégrez votre reg. D'accord? C'est maintenant à partir de là, une fois le serveur récupérant l'information venant de cette base de données externe, récupère cette information de cette information récupérée à partir de cette base de données externe, on va combiner cette information qui a été récupérée de cette base de données externe plus le prompt de l'utilisateur, comme ceci. Là, hop. Donc ici on a le prompt de l'utilisateur plus l'information récupérée principalement de notre base de données externe que l'on va injecter maintenant dans le modèle LLM pour qu'il puisse fournir de l'information, une réponse finale à l'utilisateur. Donc, pour résumer de manière très rapide, le prompt envoyé ici via l'interface, il y a un serveur derrière. Le serveur fait appel à la base de connaissances externe. La base de connaissances externe va interroger les archives de votre connaissance, que vous soyez une entreprise, peu importe. Ça peut être des documents PDF, des fichiers, etc. Mais elle est propre à votre connaissance parce qu'effectivement, c'est une base de données qui contient des connaissances qui vont évoluer avec le temps. Donc, vous signifiez à la machine que va te référer à cette base de connaissances d'abord, et après, tu me feras appel au LLM en question, plus le prompt rajouté de l'utilisateur. Voici donc, de manière miniaturisée, un schéma très simple du modèle RAG. Maintenant, alors, on a bien fait notre schéma d'architecture. On s'est assuré que le prompt de l'utilisateur va d'abord être interrogé au niveau de notre base de données de connaissances externes. Et après, le modèle LLM, donc ChatGPT ici. Alors, ChatGPT, Gemini, Mistral ou Llama côté méta. Donc ces outils, c'est LLM effectivement, qui vont récupérer le prompt de l'utilisateur et l'information récupérée de la base de connaissances externes et générer ici, donc ici, à la fin, la réponse ici, c'est la partie génération. On génère une réponse augmentée. Ici, on récupère l'information de la base de données externe. Ici, on génère une réponse augmentée parce que l'information ayant été récupérée via cette base de données externe, plus rajoutée au prompt de l'utilisateur, le LLM en question, étant entraîné sur un vaste corpus de textes variés, va rajouter du contexte et enrichir cette réponse au sein de la base de connaissances externes. Alors, c'est bien beau, on a fait le travail, mais il y a un gros challenge là-dessus. Parce qu'il faut être capable de bien adresser déjà cette base de données externe. Quand le serveur pointe la base de données externe, il y a un processus d'indexation. Pour ceux qui ont travaillé un tout petit peu, un minimum dans les bases de données, ne serait-ce qu'avec le langage SQL, de manière générale, vous avez les problématiques d'aller récupérer l'information dans la base de données externe. SQL, on est vraiment dans une partie structurée. Mais imaginez maintenant qu'ici, on a une base de connaissances qui n'est pas du tout structurée ou semi-structurée. Donc les données sont
vraiment non structuré, et il faut être capable malgré tout d'aller trouver la bonne information utile, sans faire plus, sans faire moins, mais juste pour après donc donner l'information précieuse et précise à l'utilisateur. Donc problème d'indexation, problème de traitement de données, donc cette base effectivement doit être alimentée. Je ne l'ai pas encore fait. Effectivement, puisqu'on est dans un champ de compétences évolutif, les données qui sont dans cette base de données, ces données-là doivent être mises à jour de manière régulière, puisque effectivement le modèle, le champ de compétences, le secteur d'activité dans lequel vous vous situez, la recherche scientifique, comme exemple, est une recherche, est une mise en situation qui évolue avec le temps. Donc, ce n'est pas fini, il faut trouver un mécanisme où vous allez charger donc un ETL, data, vous allez charger de manière régulière des données dans cette base de données pour mettre à jour la base de données en question Estelle. Donc il y a une problématique de vos données doivent être traitées, extraites, traitées et chargées régulièrement selon votre définition, selon ce que vous aurez mis en place comme process et juger de la pertinence des données. Si je estime que mes données en général, admettons que par exemple, dans la recherche spatiale, les données connues aujourd'hui, d'ici 2 ou 3 ans, ne seront plus les mêmes données. Donc il faudrait, c'est un exemple grossier bien sûr, que je dise par exemple, je mette en place un système où tous les 2 ans, les données qui sont situées là viennent mettre à jour les anciennes données se situant actuellement dans la base de données Estelle. D'accord? Et si vous avez compris le processus, ça reste valable si vous êtes dans un champ de compétences où les données varient quasiment tous les ans, tous les mois. Prenons le cas ou le cadre juridique. En juridiction, principalement en France, en général, ceux qui font droit, vous voyez que des textes de loi sont tous les jours créés, légiférés à l'Assemblée, discutés. Donc tous les jours, il y a une nouvelle loi qui entre, et principalement en France où on aime très bien les textes de loi, des articles, etc. Prenez simplement votre contrat de travail. Le contrat de travail en France, c'est quasiment un bouquin. Quand vous recevez votre contrat de travail d'un CDI ou même d'un CDD, il y a plus de 20 pages PDF, contrairement peut-être à un pays comme la Suisse où le contrat de travail se tient au bout d'un doigt. Bref, vous voyez que et chaque année, la législation, les conditions changent et les entreprises doivent être à jour au niveau de ces textes de loi. Sinon, derrière, il y a des sanctions, etc. Ici, par exemple, on est dans un cadre où la loi qui est créée aujourd'hui, sur laquelle on a légiféré, a une date T, dans un mois, dans un an, avec le prochain président, avec la prochaine assemblée, avec le prochain remaniement, vous voyez, ne sera plus la même. Donc, si on travaille dans un secteur où on doit mettre en place un système d'intelligence artificielle dans le domaine du juridique, il faudrait que ici, qu'on puisse intégrer un processus de mise à jour régulière pour que les nouveaux textes de loi qui sont légiférés et qui vont être intégrés comme nouvelles data puissent être intégrés, donc extraits, transformés et chargés, mise en place d'un ETL, dans la base de données Estelle en question. Voilà donc le modèle GRAC résumé de manière très simple et très triviale pour que vous puissiez comprendre quelle stratégie employer lorsqu'il s'agit de soit faire du fine-tuning, de l'ajustement fin, ou le modèle de génération augmentée des récupérations. Je m'arrête là, mais pensez-y et c'est capital et fondamental
pour les décideurs en entreprise, pour les experts en intelligence artificielle, et pour celles et ceux qui conçoivent réellement, pour le coup, je le dis, des systèmes complexes en intelligence artificielle. C'est mon domaine et je sais de quoi je parle. Donc, je vous ai esquissé à peu près les différents challenges qui vous attendent. À vous maintenant de concevoir des systèmes véritablement intelligents. On se revoit la prochaine et merci de m'avoir suivi.